sommes, chers téléspectateurs, en 1917, l'année du centenaire de la Révolution russe, un événement majeur dans l'histoire du XXe siècle, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir à plusieurs reprises. Mais je voudrais aujourd'hui me pencher sur un épisode qui précède de peu les événements de 1917, puisqu'il s'agit de l'assassinat de Raspoutine, survenu dans la nuit du 16 décembre 1916, si l'on s'en tient au calendrier orthodoxe, au calendrier julien. En fait, nuit du 29 décembre, selon notre calendrier grégorien occidental. Alors, une affaire obscure, à propos de laquelle on a beaucoup écrit, on a beaucoup fantasmé aussi sur le personnage de Raspoutine. Il est donc intéressant de se pencher sur cet épisode. Alors, Raspoutine, il est né vers 1869 dans un village de la région de Tobolsk, en Sibérie occidentale, à 2500 km à l'est de la capitale, de Saint-Pétersbourg. C'est un paysan sibérien, de nature assez rustique, en plus avec un esprit d'indépendance affirmé. Nous sommes loin du moudjik russe. Hein. Ces paysans sibériens, ce sont des colons qui se sont installés tout au long du XIXe siècle et qui affichent un certain esprit de liberté, d'indépendance, étant donné les difficultés qu'ils ont eu à surmonter pour s'installer sur ces terres nouvelles. C'est un personnage qui a tout du mauvais garçon, hein. Voleur de chevaux, donjon local, violent, buveur, voire un peu ivrogne à l'occasion, mais il a un don pour apaiser et guérir les animaux, et il est saisi de temps à autre de crises de mysticisme qui en font une personnalité un petit peu atypique. Son père, qui était un paysan, un charretier, son père accueille chez lui des starets, c'est-à-dire des moines errants un petit peu illuminés, et c'est ce contact, cette fréquentation qui a sans doute poussé Raspoutine à adopter un petit peu le style de vie ou les réactions de ces personnages. Il est marié à l'âge de 19 ans avec une paysanne, il aura 5 enfants, dont 3 survivront, un fils et 2 filles, et puis quand il a 25 ans, et alors qu'il travaille au champ, eh bien il a une apparition. Il a une apparition de la Sainte Vierge qui va être déterminante pour lui. Cela l'amène à se lier avec un ermite local qui va lui conseiller de faire un pèlerinage en Grèce, au mont Athos, qui est un des hauts lieux, bien sûr, de la spiritualité orthodoxe. Raspoutine va partir. Il va effectuer un voyage qui va durer 10 mois. En route, il va vivre de la charité, il va être accueilli dans de nombreux monastères. C'est à cette occasion qu'il apprend à lire et à écrire. Et il va se donner ainsi, à travers cette expérience de pèlerin, un vernis religieux qui va le faire apparaître ensuite comme un homme de Dieu, comme l'un de ces starets justement ambulants qui suscite le respect des paysans du temps. Il va acquérir une réputation de sage, de guérisseur également. Hein. Il va de fait apparaître comme un prédicateur d'une part, puis comme un thaumaturge capable de guérir. Mais c'est un personnage plus complexe que cela, puisque on constate aussi qu'il est largement porté vers la débauche à travers son adhésion à une secte orthodoxe alliant mysticisme et bacchanal diverses, le tout se terminant dans des orgies qui sont censées manifester l'intervention du Saint-Esprit. On voit donc que nous sommes là dans un univers spirituel un petit peu particulier. Et notre
Raspoutine considère que l'aristocratie russe, et notamment le tsar et l'impératrice, se sont beaucoup trop occidentalisés et qu'il faut en quelque sorte les ramener vers la véritable âme russe, selon lui. Et il souhaite entrer en contact avec eux. En 1904, il va bénéficier d'une lettre de recommandation d'un évêque orthodoxe, se rendre dans la capitale, à Saint-Pétersbourg, et là il va réussir à être reçu par la grande duchesse Anastasia, l'une des filles du couple impérial. Elle va l'introduire auprès de la famille impériale. On sait quel est le problème que celle-ci rencontre avec le jeune tsarevitch Alexis, qui souffre d'hémophilie. Par l'imposition des mains, Raspoutine va le soulager. Et puis il va écarter aussi le recours à certains médicaments comme l'aspirine, qui n'était pas forcément ce qu'on pouvait conseiller de mieux pour soigner l'hémophilie. La situation du tsarevitch empire au cours des années suivantes. En 1907, ce sont les prières de Raspoutine dans un état second qui permettent de soulager le jeune garçon, et à partir de là, eh bien, Raspoutine devient familier du palais. Il va y avoir ses entrées, l'impératrice voit en lui un messager de Dieu, un prophète attaché à l'union entre le tsar, l'Église et le peuple russe. Il va donc devenir influent, accueillir de nombreux visiteurs qui veulent bénéficier de son intercession auprès des souverains. Cela va lui permettre d'influer sur les nominations des fonctionnaires ou sur les promotions dans l'armée, par exemple. Donc il va disposer rapidement d'un pouvoir d'influence tout à fait surprenant, mais non moins réel. Alors ce n'est pas quelqu'un manifestement qui est intéressé par l'argent. Quand il exerce ses dons de guérisseur avec les gens du peuple, il ne demande rien, et avec les gens qui ont les moyens, il se contente de dons finalement modérés. Ce n'est pas l'argent qui le motive principalement. En revanche, c'est un séducteur, il multiplie les conquêtes et se dote ainsi d'une réputation des plus sulfureuses. Il y a un point important sur lequel il convient d'insister quant à l'influence politique qu'il pourrait avoir sur le tsar, c'est son horreur de la guerre. C'est son horreur de la guerre. Il a parfaitement intégré que la guerre, c'est le malheur du paysan russe. Ce paysan russe qui fournit la troupe, qui subit la mort, les blessures, des conditions de vie épouvantables, qui est dans la situation d'une véritable chair à canon, et il s'en indigne, et son influence va s'exercer dans le sens d'une volonté d'éviter la guerre. En 1913, il va ainsi supplier le tsar de ne pas se mêler des guerres balkaniques. On sait les événements qui se déroulent dans les Balkans à cette époque, en 1912, quand Serbes, Grecs et Bulgares se coalisent contre l'Empire ottoman, et puis en 1913, quand les Bulgares se retournent contre leurs alliés de la veille, la Russie va assister en spectateur à ces conflits et n'intervient pas. Mais Raspoutine, en tout cas, s'était empressé auprès du tsar pour le dissuader de se lancer dans une aventure militaire à cette occasion. Voilà ce qu'il lui disait. « Cette guerre sera un océan de larmes. Je ne trouve pas les mots pour en décrire l'horreur. Nous serons noyés dans le sang, grand désastre et misère infinie. » Donc, l'opposition à la guerre, une guerre qui va cependant se déclencher en 1914, on le sait, et qui sera fatale à Raspoutine,
assassinée à la fin de 1916 et qui sera fatale aussi à la famille impériale, elle-même assassinée en 1918 à Yekaterinbourg. En 1914, les éléments les plus bellicistes en Russie vont réussir à emporter la décision du tsar. On sait dans quelles conditions, malgré les hésitations du souverain, avec les conséquences catastrophiques que tout cela va avoir après la décision du tsar d'ordonner la mobilisation générale le 30 juillet 1914. Alors, au cours des mois et des années qui suivent, Raspoutine est toujours présent à la cour, et il y joue d'une influence toujours tout à fait considérable. Le personnage dispose d'une sorte de magnétisme assez impressionnant, d'un regard qui fascine ses interlocuteurs, et notamment le tsar Nicolas II, dont on connaît une certaine faiblesse, et puis surtout la tsarine Alexandra. Il exerce sur eux un ascendant incontestable, fait défait les ministres, comme on l'a dit, au point que à la cour, et notamment dans les milieux aristocratiques, on en vient à le détester farouchement. La rumeur court qu'il s'agit d'un agent allemand. On se rappelle à cette occasion que la tsarine Alexandra est une princesse allemande, et alors que nous sommes en pleine guerre contre l'ennemi germanique, évidemment, tout cela n'est pas neutre. En tout cas, au début de décembre 1916, Raspoutine est inquiet car il se croit menacé, il craint qu'on ne tente de l'assassiner, au point d'écrire au tsar une missive tout à fait surprenante. « Si je suis assassiné par les gens du peuple, des gens comme moi, tu n'as rien à craindre, tu resteras sur le trône. Mais si je suis tué par des nobles, ils se haïront, s'entretueront pendant 25 ans. Il n'en restera plus un seul dans ce pays. Aucun de tes parents, aucun de tes enfants ne te survivra plus de 2 ans. Le peuple russe vous mettra tous à mort. Alors, après ma disparition, réfléchis bien, protège-toi. Dis à tous les tiens que j'aurai versé mon sang pour eux. Prie, pense à ta famille. » Début du mois de décembre 1916. Donc une missive un petit peu prémonitoire de ce que va être le sort de Raspoutine. En effet, en ce 16 décembre, toujours dans le calendrier orthodoxe, eh bien, il y a des signes un peu inquiétants. Il reçoit un coup de téléphone l'informant d'un danger imminent. Le ministre de l'Intérieur, Protopopov, vient le visiter en lui conseillant de ne pas sortir de chez lui, mais il est justement invité le soir au palais Yusupov. Le jeune prince Félix Yusupov l'a invité pour lui présenter, lui a-t-il dit, son épouse Irina, qui est une personnalité importante de la cour. C'est un guet-apens, car en fait, Irina se trouve à Yalta, en Crimée, à ce moment-là. C'est un guet-apens avec toute une mise en scène qui a été soigneusement préparée. On envoie un docteur, Lazovert, déguisé en chauffeur, chercher Raspoutine chez lui. On l'amène au palais Yusupov, où se trouvent en fait 4 complices, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, le député Purishkevitch, le lieutenant Soukotine, le docteur Lazovert et bien sûr avec ses 4 complices, Félix Yusupov. Il y a également 2 femmes qui sont présentes, Mariana de Felden, une parente de Dimitri, et Vera Karali, une danseuse du Bolchoï. On lui fait croire qu'à l'étage a lieu une réception, un phonographe entretient un fond musical pour donner une consistance à cette affirmation, et on l'accueille au sous-sol, dans une salle à manger qui a été aménagée pour la circonstance. Une salle à manger avec une table où se trouvent 4 verres, des bouteilles, des biscuits et des petits fours au chocolat. Et les petits fours au chocolat, ils ont été empoisonnés. En effet, le docteur Lazovert a inoculé du cyanure, a injecté du cyanure dans ces petits fours au chocolat, et ce qui restait de ce produit, eh bien, il va le diluer dans 2 des 4 verres de vin qui sont présents sur la table.
Alors, on accueille Rasputin, Félix Yusupov accueille Rasputin, entame la conversation avec lui. Au départ, le starets ne veut pas de sucreries, mais finalement, il accepte. Il va manger 2 petits fours empoisonnés. Il ne se passe rien du tout. Alors, on a pensé que le sucre avait neutralisé le cyanure. On va lui donner ensuite l'un des 2 verres contenant le poison. Il ne se passe rien du tout non plus. C'est un peu la surprise pour Yusupov qui monte à l'étage prévenir ses complices et par le même stupéfié d'un lien avec le diable à propos de Rasputin, au point que le docteur Lazovert s'évanouit, tellement il est impressionné par cette affirmation. Yusupov redescend, Rasputin prend un autre verre, rien ne se passe, invite Yusupov à lui jouer un air de guitare, et ils vont rester comme ça ainsi pendant près de 2 heures, et là, manifestement, le plan de l'empoisonnement apparaît comme un échec complet. Alors Yusupov remonte à l'étage, revient avec un revolver, et va tirer à bout portant sur Rasputin, qui s'effondre. Ils vont traîner le corps dehors, dans la neige, rentrent un moment pour arroser le succès de leur opération, puis Yusupov ressort pour aller vérifier que Rasputin est bien mort, pour tâter son pouls, et à ce moment-là, le mort se réveille et lui saute à la gorge. Il pousse des cris, Purishkevitch intervient, tire 2 fois mais rate sa cible. C'est le grand-duc Dimitri qui lui aussi intervient, tire 2 fois mais lui fait mouche dans le dos et à la tête. À la suite de quoi, les hommes en question, principalement Purishkevitch et Lazovert, s'acharnent sur le corps de Rasputin, à coups de pied, à coups de matraque, car la séquence a été effectivement très éprouvante pour eux sur le plan psychologique. Ensuite, on va rouler le corps dans une couverture, on va l'emmener jusqu'à un pont au-dessus de la Neva, qui est à peu près complètement gelé. On va trouver une brèche dans la glace pour balancer le corps dans l'eau glacée. Mais on a oublié de lester le corps en question, et 2 jours plus tard, le cadavre va remonter à la surface, à quelques centaines de mètres simplement en aval de l'endroit où il a été jeté à l'eau. Un cadavre couvert de glace, avec un visage tuméfié, mutilé, et de manière tout à fait curieuse, avec des mains dressées, comme si la victime avait voulu en quelque sorte se débattre et éventuellement nager. La rumeur court dans Petrograd très rapidement de cette découverte, et la foule accourt pour récupérer l'eau dans le secteur concerné, car on considère que cette eau, elle est chargée d'une force surnaturelle. C'est tout à fait surprenant. La police va rapidement identifier les meurtriers. À la cour, on est évidemment satisfait de la disparition de Rasputin, qui était détesté. On a le sentiment que l'imaginaire parti allemand, entre guillemets, se trouve de fait décapité. Mais pour le peuple, eh bien, Rasputin passe pour un martyr. Pour la tsarine, c'est une tragédie, puisqu'elle compte sur lui pour soigner l'hémophilie chronique de son fils. De plus, la position des mains du cadavre fait qu'elle se croit maudite même par la victime. L'autopsie révèle de l'eau dans les poumons, ce qui veut dire que malgré le poison, malgré les balles, malgré les coups, eh bien, Rasputin respirait encore quand il a été jeté à l'eau. Il est mort en fait de noyade et de froid. L'affaire va être enterrée. Pour que le grand-duc Dimitri ne soit pas concerné, Yusupov va tout prendre en fait sur lui. Mais Nicolas II, qui n'est pas dupe évidemment de l'affaire, craint beaucoup les développements éventuels de tout cela, craint évidemment le scandale que cela peut engendrer. Il va bannir simplement les assassins et il va clore simplement l'enquête. Mais 2 mois plus tard, on le sait, la révolution de février viendra lui rappeler les prophéties de Rasputin disparu au mois de décembre précédent.
je vais vous parler d'un homme exceptionnel. Il s'agit d'André Citroën. Vous avez peut-être roulé en Citroën, peut-être roulez-vous encore en Citroën, c'est mon cas en tout cas. Mais qui était vraiment André Citroën? Alors, il est issu d'une famille juive hollandaise qui, à l'époque, au début du 19e siècle, s'appelle Roelof, donc rien à voir. Et la famille est dans les fruits et légumes. Et quand Napoléon exige de changement de nom, eh bien, ils deviennent Limoën-Mann, puis Citroën-Mann, et ça sera André Citroën, au moment de ses études, quand il sera au lycée Condorcet, qui va ajouter le petit tréma parce qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle Citroën. Il trouvait que c'était pas joli, et il avait raison. Alors, le père, Lévi Limoën-Mann, s'installe à Paris et il abandonne les fruits et légumes et devient diamantaire et courtier en pierres précieuses. Mais c'est quelqu'un d'assez ingénu qui se fait régulièrement avoir, et en particulier il va spéculer sur une mine de diamants en Afrique du Sud. Il met beaucoup d'argent dans cette affaire-là qui est une arnaque, et il perd tout l'argent qu'il a investi. Alors il n'est pas en faillite, son magasin continue, mais ça va l'attaquer profondément au point de vue psychologique. Il va tomber dans une dépression profonde, et il va finir par se suicider en sautant de la fenêtre de son appartement. Il va se casser la colonne vertébrale et va mourir le lendemain, laissant sa veuve Mazda, qui est une juive polonaise, totalement désemparée, d'une tristesse infinie, et elle ne va jamais remonter la pente. Alors, il y a 5 enfants, il est le 5e, André, et ces enfants vont être élevés dans une atmosphère de deuil terrible. Alors, le petit André Citroën, qui est le dernier, il avait 6 ans quand son père s'est suicidé, eh bien, il se réfugie dans la lecture, il dévore Jules Verne, et il a une passion pour Eiffel et la tour Eiffel, et il décide de devenir ingénieur. Il va faire de très bonnes études, il va rentrer à Polytechnique. Sa mère meurt 15 ans après son père, elle meurt de chagrin à 46 ans. Voici les enfants, qui sont grands maintenant, livrés à eux-mêmes, et André décide de rencontrer la famille de sa mère à Varsovie. Donc il va en Pologne, et là, toute la famille l'accueille chaleureusement. On veut le marier à une jeune fille polonaise, mais le côté un peu ghetto juif lui déplaît, et il se dit non, moi je suis français, je suis ingénieur français, non, c'est pas mon monde. Mais de ce voyage polonais, il va ramener un brevet, c'est le brevet concernant les engrenages en V. Et ça change tout. Ça change tout, et il le comprend au premier coup d'œil, donc il achète le brevet. Il doit quand même, de retour en France, finir Polytechnique, puis faire 2 ans comme sous-lieutenant au régiment d'artillerie du Mans. Et après ça, eh bien, il se lance dans un atelier d'engrenage. Et puis, très vite, on lui demande de reprendre la direction des automobiles Morse qui battent de l'aile. Et il va faire merveille. Donc, il fait ses preuves avec les automobiles Morse. Il arrive à pousser la production jusqu'à 800 voitures par an, ce qui est beaucoup. Et il va créer sa marque avec des associés, ça sera Citroën et ses associés, puis Citroën tout court. Alors, c'est un visionnaire, Citroën. C'est un visionnaire, c'est pas le meilleur ingénieur du monde, mais il sait merveilleusement s'entourer. Et surtout, il a des idées que personne n'a eues avant lui. Et en particulier la publicité. Souvenez-vous, la tour Eiffel, avec les lettres Citroën qui illuminent Paris. On dit que Lindbergh s'est repéré grâce à ça, quand il est arrivé à Paris. Il fait écrire les lettres Citroën par un avion dans le ciel. Il va se lancer dans les années 25 jusqu'à les années 31 dans les croisières, les fameuses croisières. Là, c'est grâce à un autre ingénieur, Adolphe Kegrès, qui l'a repéré et qui a inventé les autochenilles. Donc il va tester ça en Afrique d'abord, la croisière noire, puis en Asie, la fameuse croisière jaune, enfin en Alaska, la croisière blanche. Ça a eu un retentissement énorme. Il y a des films, il y a des pubs, il y a des conférences, les gens se passionnent pour ces croisières. Et bien sûr, la marque Citroën, la marque au chevron, s'impose absolument partout. Alors, question vie privée.
privé, il va se marier relativement tardivement. C'est quelqu'un qui vit longtemps avec son frère Bernard, avec qui il s'entend très très bien. Ils aiment beaucoup la musique, lui il aime bien faire la fête, il aime surtout les casinos, les jeux d'argent, les courses, Longchamp. Il va perdre des fortunes en jeux d'argent, ça va aussi hélas précipiter sa perte. Deux mois avant la guerre de 14, il épouse une jeune fille qui s'appelle Georgina Bingen, qui est d'origine juive aussi. Ils seront heureux ensemble, ils auront 4 enfants. Là, il va s'agir un peu question faire la fête, mais continuera les jeux d'argent. Et puis surtout, bien sûr, Citroën domine la production française et même s'installe dans la production mondiale à la 2e place. Mais il est atteint de démesure. C'est quelqu'un qui voit trop loin, trop vite, trop cher, trop beau. Et son usine du Quai de Javel, qui était déjà très très bien, eh bien, il ne va pas hésiter à la détruire complètement et à la reconstruire de façon absolument gigantesque, en s'endettant d'une façon pas raisonnable du tout. C'est quelqu'un qui voit toujours trop loin. Mais il a inventé des choses extraordinaires. Par exemple, le carnet d'entretien, simplement, et le service après-vente. Avant ça, quand vous achetiez une voiture, vous achetiez une voiture, après la marque n'était plus responsable. Là, il va inventer le concept des pièces détachées marquées Citroën, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une pièce détachée par le petit artisan du coin, ça sera Citroën qui prendra la suite. Et ça change tout, ça change tout. Alors bien sûr, il y a la pub, mais il n'y a pas que ça. Il est aussi visionnaire au point de vue technique. Alors, il n'est pas le premier à avoir inventé la traction avant. Il y en a eu 2 avant, mais dont on ne parle plus du tout. Et quand on dit traction avant, bien sûr, on parle de Citroën maintenant. Alors, la traction avant, ça va être en fait sa perte. Parce que la voiture, cette fameuse traction avant, devait être un concentré de toute la technique existante à l'époque. Par exemple, les roues avant motrices, bien sûr, la traction avant, mais une caisse autoporteuse, ce qui n'était pas le cas avant. Le nouveau moteur est trop compliqué, ça va pas bien marcher, ça va mettre des années à marcher, mais il avait prévu que ces voitures seraient en automatique. Là aussi, c'est pas les premiers, mais c'était un challenge incroyable d'avoir une boîte automatique. Et puis ces lignes totalement nouvelles, ces lignes streamline. Imaginez la traction avant, vous savez, très souple. Avant, les voitures étaient carrées, rectangulaires. Tout ça, grâce aussi à un ingénieur qui s'appelle André Lefebvre, qui sera le créateur de la DS plus tard. Alors, c'est un homme qui voit trop loin, il va hélas faire faillite, les banques refusent de le suivre, la marque sera rachetée in extremis par Michelin, qui est le plus gros créancier. Ça va continuer donc sous la direction de Michelin. Lui va mourir à 57 ans, hélas avec un sentiment d'amertume et d'échec. Il a un cancer de l'estomac et il meurt. Sa femme lui survivra qu'une vingtaine d'années. Dans les années 70, il y aura de nouveau un coup très dur. Et là, grâce à l'État, Citroën sera racheté par Peugeot, PSA, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Un dernier mot, pendant la guerre de 14, il a le malheur de perdre son frère Bernard, qu'il aimait beaucoup, et il va mettre toute son énergie et toute son usine à la disposition du ministère de la Guerre, de l'artillerie, et il va fournir des millions d'obus et de munitions dans ces usines du Quai de Javel. Il va bien aider l'effort de guerre. En tout, ça fait une vie quand même bien réussie, même si ça se termine mal. Alors je dis bravo André Citroën et vive ma petite C3. Nous avons
plaisir de recevoir aujourd'hui Francis Bergeron, que nous avons déjà reçu dans notre émission pour un certain nombre de ses ouvrages, notamment celui qu'il a consacré à Hergé. Aujourd'hui, il nous propose aux éditions Pardès, dans la petite collection Qui suis-je, dont on répétera tout le bien qu'il faut penser, parce qu'elle nous fournit des introductions extrêmement précieuses à l'histoire, à la biographie d'un certain nombre de personnalités. Eh bien, il nous parle aujourd'hui de Joseph Darnand, personnage sulfureux, si l'on veut, dont on a retenu principalement aujourd'hui le rôle qu'il a joué pendant l'occupation, à la tête de la milice. Darnand, c'est un peu la caricature du collaborateur dans le politiquement correct ou l'historiquement correct d'aujourd'hui, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses, et nous allons avoir l'occasion d'évoquer cette figure majeure, donc avec Francis Bergeron, qui nous propose, je le répète, Darnand, Qui suis-je, aux éditions Pardès. Alors, Francis Bergeron, Joseph Darnand, d'abord et avant tout, c'est un homme dont l'histoire commence avec la Première Guerre mondiale. Oui, c'est un jeune garçon très patriote, très catholique, donc élevé dans un milieu très catholique. Il y a beaucoup de prêtres et de religieuses dans son environnement, dans sa famille. Son patriotisme l'amène à vouloir s'engager en 1917. Lui, il est né en 1897, donc en 1917, il a l'âge, je dirais, pour s'engager, comme tous ses amis, comme tout son environnement, s'engager pour la patrie, pour la France. Il va donc intégrer l'armée française. Et ce petit jeune homme de milieu très, très simple, très, très modeste, va se révéler un chef, un jeune chef et un garçon d'un courage tout à fait exceptionnel, mais vraiment assez extraordinaire. Et il va se créer autour de sa personne une aura, enfin une forme d'admiration exceptionnelle, et il va participer, donc il va même être l'auteur de l'un des faits d'armes les plus exceptionnels de la guerre de 14, donc en 1918 pour le coup, en juillet 1918, il va s'emparer d'une tranchée complète de soldats allemands, et il va faire 23 prisonniers avec sa toute petite équipe. Lui était sergent, je crois. Il revient avec sa petite équipe, et il embarque, dans son opération de commando, il embarque des documents d'une qualité exceptionnelle qui vont permettre d'éviter, enfin de faire échouer une offensive, l'ultime offensive allemande de ce front, et cette opération va sauver la vie de centaines et peut-être de milliers de soldats français. Et surtout, elle a une importance stratégique là, de très grande envergure, puisque les Allemands s'apprêtaient à déclencher leur offensive du 15 juillet 1918. C'était le dernier coup de boutoir qu'entendait porter Ludendorff avant, pensait-il, d'emporter la décision en Flandre contre les Anglais. Il fallait qu'il réduise son front de Champagne. Et le fait que Darnand et son groupe, son commando, la réussite de ce coup de main a fait que l'état-major a été prévenu de toute la conception allemande de l'offensive, et l'état-major du général Pétain, qui était commandant en chef à l'époque, a pu en quelque sorte parer l'offensive en question en dégarnissant les premières lignes, en laissant s'avancer l'adversaire pour déclencher le 18 juillet la contre-offensive du général Mangin à partir de Villers-Cotterêts, qui mènera finalement à la victoire. Après 3 jours de bataille décisive, c'est le moment où bascule la guerre en 1918. Après cela, les Allemands sont sur la défensive, et l'initiative, ce sont les Alliés qui l'ont, et bénéficiant des renforts américains, la victoire ne peut plus faire de doute. Bon, là, l'historien a parlé. Je crois qu'effectivement, ce fait d'armes incroyable, il est très daté, identifié. On en connaît exactement les tenants et les aboutissants.
Et la qualité, l'importance de ce fait d'armes a été saluée par toutes les autorités françaises, puisque Joseph Darnan, avec Clémenceau et Joffre, je crois, a été déclaré comme étant l'un des 3 artisans. C'était Foch et Clémenceau. Oui, a été déclaré comme étant l'un des 3 artisans de la victoire. Ce qui est tout à fait extraordinaire pour un sous-officier, mais qui en même temps est un personnage qui fait preuve d'un courage physique exceptionnel et d'une audace, d'un coup d'œil également exceptionnel, surtout quand on sait ce que sont les conditions de la guerre de l'époque. Tous les gens qui ont été à ses côtés, je pense notamment au père Brugberger pendant la guerre de 40, mais d'autres aussi, tous ont dit il était tellement courageux, il était tellement meneur d'hommes, il était tellement éblouissant par son sang-froid qu'on voulait tous lui ressembler et on voulait tous être accepté par lui, admiré par lui. Donc c'était un personnage qui avait un charisme exceptionnel. Donc un héros, un jeune héros de la guerre authentique de 1914. Alors la guerre se termine. Que devient-il? Que va-t-il faire après la guerre? Il est, je dirais, intéressé par les mouvements patriotes et il va rejoindre l'Action française. Donc on va le retrouver à l'Action française pendant quelques années et il va assez rapidement penser que l'Action française c'était un petit peu l'inaction française. Il va s'éloigner de l'Action française avant le 6 février 1934 d'ailleurs. Il va considérait que l'Action française ne se donnait pas les moyens de changer ce qui n'allait pas dans cette République, etc. Et puis je crois même que il était chrétien, donc il était assez proche des monarchistes, mais c'était pas un monarchiste de conviction, c'était un patriote de conviction, voilà, je dirais. Aussi paradoxal que ça puisse paraître quand on connaît la fin de l'histoire, mais c'était d'abord le patriotisme qui l'animait. Donc c'est l'Action française. Et ensuite, c'est la cagoule, ce qu'on a appelé la cagoule, c'est-à-dire cette espèce de société secrète qui entendait renverser la Gueuse, avec Gênes de l'Oncle, avec Franchet d'Espéret, avec un certain nombre de personnages de l'époque. Et il va être mêlé donc aux affaires de la cagoule. Il va faire 6 mois de prison pour avoir transporté des armes entre la France et l'Espagne, et la France et l'Italie. Ah oui. Il sera d'ailleurs mis hors de cause, mais il aura fait malgré tout 6 mois de prison. Il sera défendu par Xavier Vallard, qui va le défendre très bien, et il va être relâché. Et pendant tout ce temps, quelle est son activité professionnelle? Alors il a travaillé comme dans des activités forestières. Enfin c'était un homme, c'était pas un intellectuel, c'était pas quelqu'un qui ne pouvait travailler dans un bureau, c'était pas ça son souhait. Donc il a travaillé dans des activités forestières. Enfin il était plutôt dans le bois, dans la menuiserie, etc. Et puis il va racheter une petite société à Nice, une petite société de déménagement. Donc il va monter cette petite société qui va porter son nom. Il y a une quinzaine de personnes. Il organise des déménagements. Et évidemment, comme il est très actif, très militant, et notamment lors de ses engagements avec la cagoule, ces camionnettes, ces camions vont servir à déménager parfois autre chose que des meubles. Oui. D'où cette affaire de prison en 1937. Alors il est installé à Nice donc durant cette période, Nice où il y a une forte tradition de droite. D'abord il y a une forte tradition de droite, et puis il y a une forte tradition monarchiste aussi dans ce secteur-là. Et lui-même va être l'une des figures de proue de cette mouvance dans sa ville et même dans toute la région. Et il va donc poursuivre son engagement, mais une fois qu'il a quitté l'Action française et après l'échec de la cagoule, le fiasco même on pourrait dire de la cagoule. Oui, parce que c'est resté quelque chose d'assez marginal et qui a surtout été exploité par le régime pour dénoncer un péril fasciste en France largement imaginaire. Absolument, oui. Et donc là il va attendre, je dirais, il ne va pas s'engager plus
jusqu'à la guerre de 40, on va le trouver. Alors il a ses amis, il a ses réseaux d'amis, les anciens combattants de la guerre de 14. En plus, lui était très jeune, c'était un très jeune ancien combattant. Mais il y avait toute une génération d'anciens combattants, très très jeunes finalement, entre 25 et 40 ans. C'était la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des anciens combattants. Donc lui, il va être une figure de proue des mouvements d'anciens combattants de la région. Ouais. Et il n'a pas été tenté par le colonel de la Roque, les Croix de Feu, il les a tous essayés. Et le PSF. Bien sûr, il les a tous essayés. Il est passé très fugitivement par les Croix de Feu, mais là, il a retrouvé un petit peu ce qu'il critiquait à l'Action française, c'est-à-dire l'aspect assez statique et très respectueux de la loi des Croix de Feu. Il va aussi passer, mais alors, très fugitivement également, au PPF de Jacques Doriot, mais alors là, c'était pas du tout son milieu, c'était pas son univers. Oui, tout à fait, et donc, très vite, il va s'en désintéresser. Et en fait, il va simplement conserver les liens qu'il avait avec tous les mouvements patriotiques. Il va les conserver et il va animer, je dirais, les associations d'anciens combattants de la région. Jusqu'à la guerre de 40, où là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, les anciens ? Est-ce qu'on tient la gueuse en s'engageant, parce qu'il pourrait il pourrait se faire exonérer de l'engagement militaire de 1940. Est-ce qu'on soutient la République qu'on a combattue, ou est-ce qu'on soutient la France qui est menacée, quel que soit son régime? Et finalement, alors ses amis, on voit bien, il y a quelques Charbonneau le raconte très bien, Henri Charbonneau le raconte très bien dans ses souvenirs. Ses amis sont partagés sur ces options, mais finalement, c'est Darnand qui l'emporte, et Darnand dit la France d'abord, donc nous allons nous engager. Il faut qu'on s'engage pour la défense de la France. Et il va, donc, avec ses amis, et notamment avec son ami Agnelli, dont il avait fait la connaissance à Nice, ils vont s'engager dans les corps francs, et ils vont créer une troupe de corps francs extrêmement importante, avec une sélection d'hommes, sous-officiers, officiers, soldats, et avec cette conception de refaire ce qu'il avait fait pendant la guerre de 14, c'est-à-dire des coups de main de grenadiers voltigeurs, comme on disait pendant la guerre de 14. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il va le faire, et qu'il va faire ses coups de main. Le plus extraordinaire, c'est qu'il va devenir un héros de la guerre de 40. Et ça, après avoir été celui de 1918, en 40, il fait la une des journaux, parce que c'est la fameuse photo de Paris Match en mars, Match à l'époque, en mars 40. Effectivement, en mars 1940, il fait la une de Match, et je crois que c'est le général Georges, qui dit que c'est sans doute le plus haut fait d'armes individuel, disons, le plus haut fait d'armes de la guerre de 40. C'est simplement, là encore une fois, une opération de commando où il s'infiltre sur la région de Sierck, de Sierck-les-Bains, du côté en Moselle. Il s'infiltre dans les lignes. À hauteur de la ligne Maginot et de la ligne Siegfried en face. Donc il s'infiltre avec Agnelli, qui dirigeait le groupe, dans les lignes allemandes. C'est une mission de reconnaissance, c'est une mission de renseignement, mais il se heurte à des soldats allemands, donc il y a des échanges de tirs, des combats. Agnelli est tué, il rapatrie l'équipe, la troupe, dans les lignes françaises, mais il veut récupérer le corps d'Agnelli, car il avait fait le serment que son ami Agnelli, s'il était tué, son corps ne tomberait pas entre les mains des Allemands. Donc il réunit 3 volontaires. Ils se font bénir par alors c'était pas Bruckberger, c'était par l'aumônier des corps francs. Ils refranchissent la ligne de front. Ils repénètrent dans les lignes allemandes. Ils vont récupérer le corps d'Agnelli, et ils vont le ramener dans les lignes françaises. Ce fait d'armes, c'est symbolique, évidemment, il n'y avait pas de valeur militaire à l'opération, mais il y a une valeur émotionnelle, il y a une valeur en termes d'image, c'est extrêmement important, et ça a été donc, quand les journalistes, notamment Roland d'Orgelès et d'autres, ont découvert ce fait d'armes a été médiatisé d'une manière extraordinaire, parce que c'était l'acte
héroïque gratuit en quelque sorte, mais la fidélité à la parole donnée. Et ça, c'était formidable. Donc 2 fois héros Oui. à l'occasion des 2 guerres. Hein. La deuxième fois, il a déjà passé 40 ans. Hein. Il faut aussi le Surtout signaler. pour l'époque, c'était vieux. Exactement. Et alors la France ensuite, c'est le désastre de mai-juin 40. Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là pour lui? Alors lui, il se trouve emporté par ce désastre, par ce terrible moment de l'histoire de France. Il voit les déserteurs, il voit passer des officiers qui arrachent le symbole de leur grade. Il en pleure. Et il va revenir, il va être emprisonné, Il est fait prisonnier par les Allemands. Donc. Il est fait prisonnier, oui, et il va se libérer. Alors, je ne me souviens plus exactement du détail, mais il va s'évader avec la complice de Gombert, donc qui est un de ses amis de Nice, qui vient le chercher. Donc, il s'évade d'un camp d'internement allemand, enfin tenu par les Allemands, et il va rejoindre Nice et les Alpes-Maritimes. Et très vite, il va intégrer ce grand mouvement patriotique qui est en train de se constituer, qui s'appelle la Légion française des combattants. Et là, il imagine, il pense, comme la plupart des Français, que cette Légion française des combattants, qui est placée sous la responsabilité des anciens combattants, mais qui a vocation à entretenir la flamme patriotique dans la France libre, enfin en tout cas dans la France du Sud et dans les colonies, que cette Légion française des combattants pourrait être le ferment d'une résurrection de l'armée française, d'une résurrection de l'armée et puis d'une libération future. Donc il va participer de ce mouvement, et la Légion française des combattants va être le grand mouvement patriotique d'unification de tous les Français orphelins de leur patrie, orphelins de leur armée, orphelins de l'ordre français traditionnel. Et il va devenir une figure de proue de cette Légion française des combattants, qui va compter jusqu'à, je crois, 900 000 adhérents, dont 60 000 pour les seules Alpes-Maritimes. Donc on voit que c'était un mouvement de masse, un homme sur 4 ou sur 5. Oui, ça correspond au nombre de mobilisés de 1914. Voilà. On était à pas loin de 9 millions de mobilisés sur la durée de la guerre. Oui. Et donc il participe de cette aventure. Mais il a cette idée aussi que dans cette France qui ne va pas bien, il faut aussi rétablir l'ordre. Il faut aussi que les responsables de la débâcle de 40 soient sanctionnés. Et il va donc faire émerger, ou il va vouloir créer un service d'ordre légionnaire. Donc sa spécialité étant le coup de main, étant l'action courageuse et militaire et physique, il va aller dans ce sens-là. Et donc il va participer à la création. Il va même être l'artisan de la création du service d'ordre légionnaire, qui est une structure, je dirais une structure policière et militaire de la Légion française des combattants. Il est évidemment derrière le maréchal Pétain, dans le contexte de l'époque, mais quelle est son attitude, par exemple, en 1941, quand on va créer la LVF ? Les partis elle est très ambiguë. Collaborationnistes comme le PPF ou le parti de DA, le RNP, lancent la croisade contre le bolchevisme. Quel est son point de vue à lui? Son attitude est très ambiguë. D'un côté, il est très anticommuniste, car ce milieu-là est extrêmement anticommuniste. Et donc l'ennemi, le grand ennemi, celui à qui l'on doit tout, y compris la défaite de 40, puisque cette défaite se situe dans le cadre des accords du pacte Ribbentrop-Staline. Enfin, on est dans un schéma d'alliance communiste et nazisme. Et donc lui, il est extrêmement anticommuniste, mais le jour où effectivement l'Allemagne change sa politique et se retourne contre son allié soviétique,
c'est un ébranlement, et les questions commencent à être posées. Un certain nombre de membres du service d'ordre légionnaire vont s'engager, effectivement. Vont rejoindre la LVF. Et vont rejoindre la LVF. Lui-même va avoir des doutes sur l'attitude à prendre, et on voit que ces doutes vont perdurer pratiquement jusqu'en 1943. Jusqu'en juillet 1943. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il militait à l'Action française, lorsqu'il militait à la Cagoule, il avait des amis qui s'appelaient le colonel Groussard, qui s'appelait le commandant Loustono-Laco, qui s'appelait Maurice Duclos, qui s'appelait le père Bruckberger. Et ces gens-là, eh bien, au départ, on les retrouve tous à la Légion française des combattants, mais peu à peu, il va y avoir une divergence, une sorte de divergence de stratégie pour la France. Il y a ceux qui vont dire, avec Bruckberger, Maurice Duclos, Groussard, Loustono-Laco et tous les autres, qui vont dire la France est occupée, notre ennemi numéro 1, c'est l'Allemagne, nous devons participer au front de la résistance. Et il va y avoir ceux qui disent il y a une défaite terrible, on a reconstitué un semblant d'ordre dans le pays, mais nous avons un ennemi qui continue à nous menacer, qui pourrait déferler sur la France et sur l'Europe si l'armée allemande était vaincue, c'est le communisme. Et donc la France doit certainement, dans cette Europe nouvelle, avec ses points forts et ses points faibles, qui est en place, eh bien, elle doit participer à ce combat de manière à démontrer qu'elle a sa place dans l'Europe de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il hésite longtemps quand même, parce qu'on pense aussi, on dit qu'il a contacté même les gaullistes à un moment donné pour éventuellement les rejoindre. Oui, alors certains de ces anciens amis, dans leurs souvenirs, contestent un petit peu ces liens ou ces rapports. En fait, on a tous les documents. On sait qu'effectivement, Darnand, jusqu'en juillet 43, donc très tardivement. La milice est déjà créée. La milice est créée, mais elle n'est pas encore armée, ou du moins, les soldats, les hommes de rang ne sont pas armés. Il y a juste les officiers qui ont un revolver. Mais les hommes ne sont pas armés. Et donc on a simplement une troupe de maintien de l'ordre, mais qui ressemble plus à une police, qu'à une force militaire organisée. Et donc il va hésiter, il va rencontrer plusieurs fois Groussard notamment, et finalement il ne va pas franchir le cap. Alors, on ne peut pas dire que... moi, je pense que c'est tout à son honneur d'avoir hésité, d'une certaine manière. Ça aurait été quelqu'un de complètement univoque qui, je dirais, front bas, s'engage derrière les Allemands parce qu'il admire la force, et il va directement dans le camp des vainqueurs, ou de ceux que l'on croit les vainqueurs. Ça aurait été, je dirais, d'une certaine manière... ramener Darnand à un niveau assez décevant, je dirais. Or, en fait, Darnand, il se dit, où est mon devoir ? Où est mon devoir de Français ? Où est mon devoir de patriote ? Où est mon devoir de chrétien ? Et il dit, est-ce que c'est dans ce camp, donc avec Duclos, Maurice, pas Jacques, Groussard et les autres, est-ce que c'est sur le front de l'Est ? Où est mon devoir ? Et je trouve que c'est l'interrogation la plus extraordinaire et la plus intéressante. Il a le nez sur l'événement. C'est un homme qui met sa peau au bout de ses idées et qui veut défendre la patrie du mieux qu'il peut, mais il ne sait pas où est son devoir. Et quand on a le nez sur l'événement comme ça, alors aujourd'hui c'est facile, aujourd'hui on sait qui a gagné, on sait qui a perdu, on sait comment tout ça s'est terminé, on connaît Dresde, on connaît Hiroshima, on sait l'épouvantable massacre que tout ça, ça a donné lieu. Enfin, ça donne lieu à cette Bérésina terrible. On sait que le front de l'Est a été un échec. On sait tout ça, donc c'est assez facile de dire voilà ce qu'il aurait dû faire. Mais très objectivement, chacun d'entre nous, enfin, pour peu qu'on soit patriote et pour peu qu'on ait le courage de faire ce qu'il a toujours fait, chacun d'entre nous peut se poser cette question. Où est mon devoir ?
Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'aurais-je fait à l'époque? Qu'aurais-je fait à l'époque? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'aurais revêtu l'uniforme anglais ou l'uniforme allemand? C'est l'histoire des deux oncles de Georges Brassens. Alors lui, Brassens, c'est pour les rejeter tous les deux. Mais Darnan, c'était pour dire où servirais-je le mieux ma patrie? Et c'est ça que j'ai voulu un petit peu raconter à travers cette biographie. J'avais été surpris et déçu et puis un peu énervé par le livre d'Éric Brunet, intéressant d'ailleurs et pas mal écrit, mais qui avait ce titre avec un titre provocateur, assez épouvantable, qui était Darnan, un monstre à la française. Un monstre à la française. Darnan n'était pas un monstre. Certainement pas. Darnan n'était pas un monstre. Alors on peut dire qu'il s'est trompé, on peut dire qu'il a trompé les gens qui se sont engagés sur son nom, mais c'était absolument pas un monstre, c'était un patriote qui a fait des choix, et ces choix ne se sont pas révélés les bons au regard de l'évolution de l'histoire. Bien, merci Francis Bergeron pour ce témoignage justement qui nous rappelle ce qu'ont été les déchirements de la France de l'époque.